Pendant 4 décennies, Marguerite Dubois avait partagé sa vie avec Henri. Durant toutes ces années, il avait maintenu la vieille grange derrière leur ferme normande sous scellé, affirmant qu'il s'agissait de son espace de travail, interdit aux femmes. À la mort d'Henri, emportée par une crise cardiaque, Marguerite rassembla enfin le courage de forcer le lourd cadenas. La découverte qu'elle fit à l'intérieur la laissa abasourdie. En effet, Henri n'avait pas simplement dissimulé un secret, il avait mené une existence entière dont elle ignorait tout. Marguerite Dubois se tenait près de l'évier de sa ferme à Honfleur, le regard fixé sur la vieille grange, qui, telle une sentinelle silencieuse, avait veillé sur leur mariage pendant 40 ans. Ses mains rongées par l'arthrite agrippaient une tasse de café désormais froid, tandis que le vent d'automne normand s'infiltrait en sifflant par les interstices des vieux cadres de fenêtres. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Henri s'était effondré, sans vie, en pleine traite des vaches. Infarctus, avait conclu le médecin. Une fin rapide pour un homme qui avait peiné toute son existence. Marguerite avait 77 ans, Henri venait d'en avoir 80. Ils s'étaient connus adolescents, s'étaient unis alors qu'elle avait 20 ans, et avaient passé 4 décennies côte à côte sur cette exploitation agricole. Et pourtant, Marguerite avait le sentiment de n'avoir jamais réellement percé à jour son mari. La grange constituait le domaine inviolable d'Henri. C'était un imposant bâtiment de bois gris-brun, coiffé d'un toit en tuiles rouges, situé à une centaine de mètres de la maison d'habitation. C'était la plus grande grange de la région, mais Henri ne l'avait jamais consacrée à l'agriculture. Au lieu de cela, il s'y rendait chaque matin après le petit déjeuner, y disparaissait des heures durant, pour n'en revenir qu'à l'heure du déjeuner. Chaque fois que Marguerite s'était enquise de ses activités, Henri avait sèchement rétorqué qu'il s'agissait d'affaires d'hommes qu'elle ne saurait comprendre. Marguerite s'en était accommodée, comme elle s'était accommodée de bien des choses au cours de leur mariage. Henri était un homme de l'ancienne génération, né en 1943, éduqué à une époque où la séparation des rôles entre les sexes était rigide. Il n'avait jamais été brutal ni méchant, mais il était secret, distant, un homme qui enfouissait ses émotions au plus profond de lui-même. Il n'avait pas eu d'enfant, non faute d'avoir essayé, mais en raison de la stérilité de Marguerite, un fait qu'Henri ne lui avait jamais directement imputé, mais qu'il ne lui avait jamais véritablement pardonné non plus. Elle l'avait perçu dans son regard, dans sa manière d'observer les autres familles avec leurs enfants, dans le silence qui s'installait entre eux lorsque le sujet était évoqué. La grange était protégée par un cadenas massif, dont Henri portait constamment l'unique clé sur lui. Même la nuit, il la laissait sur sa table de chevet, comme s'il craignait que Marguerite, dans un accès de curiosité nocturne, ne vienne percer ses secrets. Marguerite se remémorait un incident survenu une quinzaine d'années plus tôt. Elle était allée au potager cueillir des légumes lorsqu'elle avait perçu un son étrange émanant de la grange. Cela ressemblait à de la musique, à des comptines pour enfants. Elle s'était approchée, mais quand Henri l'avait aperçu, il était sorti de la grange telle une furie et l'avait réprimandé comme jamais auparavant. Sa réaction avait été si violente que Marguerite, choquée, avait reculé. Henri s'était excusé plus tard, prétextant la fatigue et le stress, mais Marguerite n'avait jamais oublié son air effrayé à cet instant, pas en colère, mais bien effrayé. Après les funérailles, les voisins et amis l'avaient incité à enfin découvrir ce qu'Henri manigançait dans cette grange. Il pouvait s'y trouver des objets de valeur ou des papiers importants, mais Marguerite avait temporisé, non par crainte de ce qu'elle pourrait y trouver, mais par une étrange forme de loyauté envers son défunt mari. Henri avait si ardemment souhaité que ce secret demeure inviolé. D'un autre côté, elle se retrouvait désormais seule dans cette grande ferme. Elle devait prendre des décisions pratiques, gérer le domaine, peut-être même envisager de vendre. Elle ne pouvait pas demeurer indéfiniment devant une grange close à se demander ce qu'elle renfermait. En cette journée d'octobre maussade, alors que le vent dépouillait les arbres de leurs dernières feuilles, Marguerite prit enfin sa résolution. Elle se rendit au vieil établi d'Henri dans le garage et s'empara d'un lourd coupe-boulon. Ses mains tremblaient tandis qu'elle marchait vers la grange, mais sa détermination était sans faille. Le cadenas était ancien mais solide. Il lui fallut plusieurs minutes et toute sa force pour que le coupe-boulon en vienne à bout. Lorsque le verrou tomba dans un cliquetis métallique, Marguerite marqua une pause. Son cœur battait la chamade, et elle était en proie à un mélange d'excitation et d'appréhension. Lentement, elle poussa les lourdes portes en bois. Elles grincèrent sur leurs gonds, libérant une odeur qui la surprit.
Cela sentait le vernis, la peinture et autre chose, une fragrance douce et nostalgique. Marguerite pénétra dans la grange, et ce qu'elle y vit lui ôta le souffle. La grange n'était en rien ce que Marguerite avait imaginé. Au lieu de matériel agricole, elle se trouvait plongée dans un univers totalement différent. Henri avait métamorphosé l'intégralité de la grange en un gigantesque atelier de jouets en bois fait main. Partout se dressaient des chevaux à bascule aux crinières amoureusement sculptées, des maisons de poupées dotées de meubles miniatures, des petites voitures aux roues fonctionnelles. Au mur étaient suspendues des étagères remplies de livres pour enfants et de contes aux reliures chatoyantes. Marguerite déambula comme dans un rêve au sein de ce monde merveilleux. Une maison de poupées s'avéra être une réplique parfaite de leur propre ferme. Chaque détail était d'une précision remarquable. Dans un coin, elle découvrit un bureau sur lequel reposaient des centaines de lettres. Marguerite reconnut la calligraphie d'Henri. C'étaient des missives adressées à des enfants nommés Louise, Thomas, Emma, Paul, Sophie, des prénoms qu'elle n'avait jamais entendus. Henri y parlait de cadeaux, d'anniversaires, de petites réussites. Il signait chaque lettre « Ton grand-papa Henri ». Toutes les lettres avaient pour destinataire la même adresse, l'orphelinat Sainte-Marie à Paris. Les plus anciennes remontaient au début des années 1980. Marguerite trouva des photographies d'Henri, rajeuni de 20 ans, entouré d'enfants souriants. Il les prenait dans ses bras, leur lisait des histoires, jouait avec eux. Son visage irradiait une chaleur qu'elle lui avait rarement connue en 40 ans de mariage. Henri n'avait pas seulement expédié des jouets, il avait donné de l'argent, réglé des frais de scolarité, financé des parcours universitaires. Une lettre datant de 2015 la toucha particulièrement. Une jeune femme prénommée Louise remerciait Henri d'avoir rendu possible ses études de médecine. Il avait changé le cours de sa vie. Marguerite sentit des larmes de confusion perler sur ses joues. L'homme avec qui elle avait vécu 40 ans avait été un ange gardien secret pour des dizaines d'enfants. Mais pourquoi l'avait-il dissimulé? Au mur était accroché un calendrier mentionnant des rendez-vous. Visite à Sainte-Marie, mariage de Louise, baccalauréat de Thomas. Jusqu'à quelques semaines avant sa mort, Henri avait prévu de rendre visite aux siens. Ses enfants ne savaient probablement pas qu'Henri était décédé. Ils attendaient encore leur grand-papa Henri. Le lendemain matin, Marguerite appela l'orphelinat Sainte-Marie. Lorsqu'elle se présenta comme la veuve d'Henri, sœur Anne, la religieuse au bout du fil, fut immédiatement gagnée par l'émotion. Henri avait été comme un père pour leurs enfants depuis plus de 40 ans. Elle commençait déjà à s'inquiéter. Marguerite avoua qu'elle ignorait tout de son lien avec l'orphelinat. Sœur Anne était perplexe. Henri avait toujours affirmé que sa femme soutenait son engagement. Henri avait menti, à elle comme à l'orphelinat. 2 heures plus tard, Marguerite se trouvait devant le vénérable édifice de briques rouges à Paris. Sœur Anne lui fit faire le tour du propriétaire et lui narra l'histoire d'Henri. Depuis 1981, il venait chaque lundi, apportant des jouets, lisant des histoires, faisant des dons. Les enfants l'appelaient tous grand-papa Henri. Pendant 40 ans, Henri avait mené une double existence. Il se souvenait de chaque anniversaire, de chaque examen, de chaque jalon important. Beaucoup de ces enfants étaient désormais adultes, avaient fondé leur propre famille, mais continuaient de lui rendre visite. Sœur Anne expliqua qu'Henri lui avait confié un jour qu'il ne pouvait pas être à la maison l'homme qu'il était véritablement. Ici, auprès des enfants, il pouvait exprimer son amour sans crainte. Marguerite commençait à comprendre. Sans s'en rendre compte, elle avait maintenu Henri dans un carcan émotionnel pendant des décennies. Louise était une femme séduisante d'une 40aine d'années, la petite fille des photos devenue grande. Elle fondit en larmes en apprenant le décès d'Henri. Il avait été le seul père qu'elle ait jamais connu. Elle raconta son histoire, arrivée à l'orphelinat à l'âge de 5 ans après la mort de ses parents. « Tu aimes cette histoire maquoise? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. » Complètement traumatisé et mutique, Henri s'asseyait simplement à ses côtés le lundi, sans jamais la brusquer, lui apportant de petits animaux en bois sculptés. Au bout de 6 mois, elle se remit à parler. Son premier mot fut « grand-papa », adressé à Henri. Ce jour-là, Marguerite rencontra 3 autres de ses enfants. Thomas, un enseignant à qui Henri avait donné confiance en lui. Emma, une ingénieure à qui il avait appris à lire. Et Paul, un chef cuisinier qui avait découvert sa passion dans la petite cuisine d'Henri à l'orphelinat.
Tous rapportèrent des récits similaires, dépeignant Henri comme un mentor patient et un père de substitution aimant. Et tous furent stupéfaits d'apprendre que Marguerite ignorait tout de leur existence. Henri leur avait dit qu'elle soutenait son action, mais qu'elle était simplement trop réservée pour se joindre à lui. Marguerite le reconnut avec douleur. Henri avait vécu 2 vies, l'une avec elle, empreinte d'une résignation silencieuse, l'autre ici, pleine d'amour et de sens. Sœur Anne posa une question essentielle. Comment Marguerite réagissait-elle autrefois quand Henri manifestait ses émotions? Marguerite réfléchit et prit conscience de la réalité. Elle avait souvent qualifié cela de sensiblerie, affirmant que les hommes ne pleurent pas. C'est elle qui avait appris à Henri à réprimer ses sentiments. Ici, il avait trouvé un lieu où il pouvait les exprimer, mais pas en sa présence. La nuit qui suivit sa visite à l'orphelinat, Marguerite ne trouva pas le sommeil. Le lendemain matin, elle retourna dans la grange, en quête de réponse. Dans une vieille armoire en bois, derrière une pile de dessins d'enfants, elle découvrit une lettre qui lui était adressée, de la main familière d'Henri. Pour Marguerite, si je meurs avant d'avoir eu le courage de le lui dire. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. Henri écrivait que si elle lisait ces lignes, c'est qu'il était mort et qu'elle avait découvert son secret. Il se doutait qu'elle se demandait pourquoi il lui avait caché pendant 40 ans ce qui comptait le plus au monde pour lui. La réponse était à la fois simple et honteuse. Il avait été un lâche. Quand le médecin leur avait annoncé, toutes ces années auparavant, qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant, elle s'était montrée plus forte que lui. Elle avait accepté la situation, déclarant qu'il fallait composer avec la vie que Dieu leur avait donnée. Elle avait été pragmatique, raisonnable, adulte. Lui, non. La douleur de ne pas avoir d'enfant l'avait presque anéanti. Il avait pleuré la nuit pendant qu'elle dormait. Il avait jalousé les autres familles au point d'en souffrir physiquement. Il s'était senti incomplet en tant qu'homme, comme un raté. Mais il ne pouvait pas lui avouer cela, car il voyait à quel point elle était courageuse. Il ne voulait pas alourdir sa force avec sa propre faiblesse. En 1981, il s'était rendu pour la première fois à l'orphelinat Sainte-Marie, non par charité, en toute honnêteté, mais par pur égoïsme. Il avait besoin d'enfants dans sa vie, même s'ils n'étaient pas les siens. Ce qui s'ensuivit avait bouleversé son existence. Ses enfants avaient eu autant besoin de lui qu'il avait eu besoin d'eux. Pour la première fois de sa vie, il s'était senti être l'homme qu'il aspirait à être, aimant, nécessaire, important. Mais plus ses enfants prenaient de place dans sa vie, plus sa peur de le lui révéler grandissait. Il pensait qu'elle y verrait une trahison, la preuve qu'il n'appréciait pas assez leur vie à 2. La vérité, c'est qu'il l'avait aimée, elle, Marguerite, chaque jour de leurs 40 ans de mariage, mais il n'avait pas su comment lui montrer qui il était réellement, sans la blesser ou la décevoir. Les enfants de l'orphelinat lui avaient donné l'occasion d'être le Henri qu'il avait toujours voulu être, même à la maison. Mais il avait été trop lâche pour partager ce Henri avec elle. Il savait que ce n'était pas une excuse. Il lui avait dissimulé la moitié de son cœur pendant 40 ans. Il avait menti et s'était caché par peur. Il lui demandait pardon, non seulement pour les secrets, mais pour ne lui avoir jamais donné la chance d'aimer l'homme qu'il était vraiment. Les enfants de l'orphelinat allaient y lui manquer. Ils avaient été sa famille, tout comme elle, mais ils ignoraient sa mort. Il demandait à Marguerite de leur dire que grand-papa Henri les avait aimés jusqu'à son dernier souffle, et il espérait qu'elle pourrait lui pardonner. Marguerite lut la lettre à 3 reprises avant de la reposer. Des larmes inondaient son visage, non seulement de tristesse, mais d'un amalgame complexe d'amour, de colère, de regret et de compréhension. Henri avait vu juste. Elle aurait probablement perçu sa facette émotionnelle comme une faiblesse. Elle avait été élevée dans une génération où les hommes se devaient d'être forts et taiseux. Elle avait inconsciemment attendu de lui qu'il réprime ses sentiments. Mais 40 ans durant lesquels il avait mené une double vie, avait menti, s'était dissimulé. Elle trouva son testament dans le tiroir. Henri avait effectivement légué la moitié de sa fortune à l'orphelinat, une somme considérable qui garantirait la pérennité de son œuvre. Elle songea à Louise, Thomas, Emma, Paul et tous les autres. Ils pleuraient un Henri dont ils ignoraient la mort. Ils attendaient la venue de grand-papa Henri le lundi, comme ils l'avaient fait pendant 40 ans. Marguerite prit une décision qui allait changer sa vie à tout jamais. 3 mois plus tard, Marguerite se tenait dans la grange, mais elle n'était plus seule.
Louise était présente, ainsi que Thomas et Emma, accompagnés de ses 2 petits-enfants. La grange était emplie de vie, de rire, de cet amour qu'Henri avait si longtemps cultivé en secret. Marguerite avait pris une résolution difficile. Elle avait non seulement informé l'orphelinat du décès d'Henri, mais elle avait aussi décidé de poursuivre son œuvre. Non pour remplacer Henri, cela aurait été impossible, mais pour devenir la femme qu'elle aurait pu être si elle s'était montrée plus courageuse. La fillette de 6 ans d'Emma lui demanda si elle aussi pourrait lui fabriquer un cheval à bascule comme grand-papa Henri. Marguerite esquissa un sourire. Elle avait appris la menuiserie au cours des derniers mois, avec lenteur et de nombreuses erreurs, mais avec une détermination qui l'étonnait elle-même. Elle avait 77 ans, mais pour la première fois de son existence, elle se sentait vivante. Elle répondit à la petite Julie qu'elle pouvait essayer, mais que le résultat ne serait pas aussi beau que celui de grand-papa Henri. La petite fille serra les jambes de Marguerite et lui dit que cela n'avait pas d'importance. Elle était encore en apprentissage. Louise s'approcha d'elle. Au fil des mois, elles étaient devenues de véritables amies, liées par leur amour commun pour Henri et leur chagrin partagé pour ce qui aurait pu être. Elle lui dit qu'Henri serait fier de Marguerite. Marguerite répondit qu'elle n'en était pas certaine. Elle ne faisait que rattraper 40 années manquées. L'orphelinat Sainte-Marie avait mis en place un atelier grâce aux legs d'Henri, où Marguerite travaillait chaque mardi avec les enfants. Elle n'était ni aussi douée qu'Henri, ni aussi patiente, ni aussi sage, mais elle était présente et elle apprenait à manifester ses émotions. Elle apprenait que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elle apprenait que l'amour doit être partagé pour pouvoir s'épanouir. Les enfants l'appelaient grand-maman Marguerite, et peu à peu, elle comprenait ce qu'Henri avait ressenti toutes ces années. Ses enfants avaient besoin d'elle, et elle avait besoin d'eux. C'était un échange mutuel qui donnait à sa vie un sens qu'elle n'avait jamais connu. Cet après-midi-là, assise dans la grange avec la famille d'Henri, Marguerite trouva une paix qu'elle avait cherchée pendant 40 ans, sans le savoir. Henri était mort, mais son amour perdurait. Dans les personnes qui l'avaient marqué, dans les jouets qui continuaient de réjouir les cœurs d'enfants, dans l'atelier où Marguerite apprenait chaque jour un peu plus à être la femme qu'elle aurait toujours pu être, elle comprenait désormais qu'Henri ne l'avait pas trompée. Il s'était trompé lui-même, et elle avec lui, mais il n'était jamais trop tard pour la vérité, jamais trop tard pour l'amour. Marguerite contempla la photo d'Henri qu'elle avait accrochée dans la grange. Il y était entouré d'enfants souriants, arborant l'expression la plus heureuse qu'elle lui ait jamais vue. Elle murmura qu'elle comprenait maintenant et qu'elle lui pardonnait. Le vent s'engouffra par les portes ouvertes de la grange, et Marguerite eut l'impression qu'Henri souriait. Le secret n'en était enfin plus un, et l'amour qui avait si longtemps fleuri dans l'ombre pouvait enfin s'épanouir librement. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, Marguerite s'installa au bureau d'Henri et rédigea sa première lettre aux enfants de l'orphelinat. Elle se présenta comme l'épouse de grand-papa Henri, expliqua qu'il était au ciel et veillait sur eux de là-haut. Elle était là et souhaitait apprendre à les aimer comme il l'avait fait. Elle plia la lettre et la rangea avec les autres qu'Henri avait écrites. Demain, elle se rendrait à l'orphelinat et entamerait un nouveau chapitre, celui qu'Henri et elle auraient dû écrire ensemble. La grange n'était plus un lieu de secret, c'était un lieu de mémoire, d'amour et d'espoir, et Marguerite était enfin arrivée à destination, chez elle-même et au sein de la famille qu'Henri avait créée pour eux deux. Si cette histoire vous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir la vérité et y répondre avec amour, laissez un like et partagez la vidéo. Marguerite et Henri nous ont enseigné que parfois les plus grands secrets naissent de l'amour, et que le pardon est la clé d'une vie accomplie. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes sur la famille, l'amour et les secondes chances. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui saura toucher votre cœur.